Je laisse pas avoir les cheveux blancs. D'accord, ok. Elle est vice-présidente du Sénat. Vice-présidente du Sénat, d'accord. Bon, bah, ça va peut-être aboutir à quelque chose au final. Ah, bah, elle est là. Rapproche-toi, rapproche-toi. Bonjour. Ce matin, on n'aurait pas été reçu. Ça serait infiltré. Par une délégation. Et il y a cet après-midi, par ailleurs, une manif qui avait déjà été annoncée. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est de M. Drouet de ce matin, moi ce qu'on me dit... Quelle information avez-vous? Alors moi ce qu'on me dit, c'est que vous étiez censé être reçu dans le cadre d'une délégation sur la privatisation de l'aéroport de Paris, c'est ça? Tout à fait, oui. Et qu'au dernier moment, ils ont donc décidé que vous ne seriez pas, que vous étiez indésirable, la délégation était voilà, ouais, c'est ça, ouais. plus ou moins indésirable. Que ça, au début. Donc c'est la présidente de la délégation, de la commission, qui a refusé que vous soyez, que vous rentriez, c'est ça? Au bout du compte, elle a demandé... Non, en fait, ça a été imposé, je crois. Maître Devel a reçu le responsable de son cabinet qui a dit que c'était annulé. Voilà, donc elle a dû avoir une pression. C'est ça, tout à fait. On sait que Bruno Le Maire elle a dû annuler la... De toute façon, on le dit depuis ce matin, on sait très bien que ça ne vient pas du Sénat. Elle a dû annuler la rencontre. Le président du Sénat a été interviewé, il a laissé entendre que Bruno Le Maire avait contacté ce matin. C'est dommage, ça aurait ouvert les discussions. Enfin, moi je ne comprends pas que le Sénat, qui a quand même jusqu'à présent été plutôt ouvert à faire venir C'est ça, en plus. les Gilets jaunes, c'est la première fois. C'est étonnant. C'est pas, en plus, c'est pas censé interagir sur le Sénat. Mais là, ils sont dans un état de crispation gouvernementale. Enfin, vous voyez bien les condamnations, les machins, tout ça, c'est très révélateur d'une tension qui crée et qui s'entretiennent. À savoir aussi qu'il faut savoir que il y a la manif qui est un deuxième sujet. Oui. Alors il y a deux choses dans ce que vous avez dit. À savoir que depuis jeudi dernier, ils ont les identités et les coordonnées de toutes les personnes. Voilà, donc ils ne doivent pas être surpris qu'il y avait telle ou telle personne. Je pense que c'est resté dans les placards. Non, pas dans les placards, mais dans la commission, les machins. Et pour l'essentiel des sénateurs, ça ne posait pas problème. Je pense que le gouvernement a dû au dernier moment dire mais qu'est-ce que c'est que quelques-uns ont dû dire mais comment vous avez, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une pression qui a été faite sur la mission. Moi je pense que dès le début, l'essentiel des sénateurs de la mission n'était pas choqué de vous faire venir. C'est qu'il y a eu une pression externe. Ça on n'en doute pas de toute façon. Ce qu'il a revendiqué lui plutôt, c'était notre légitimité en tant que citoyen, plutôt la sienne ou les autres, à pouvoir venir être reçus au Sénat, comme si on n'était pas des citoyens. Oui, bien sûr. D'autant plus que dans les revendications des Gilets jaunes, l'histoire d'ADP et des privatisations avait été citée assez fréquemment dans vos prises de position, dans les cahiers, voilà. Justement, à la fin de ça, on devait parler du RIC en continuité avec ça. Pour vous donner un bon exemple, c'est qu'en effet, la majorité des Français est contre cette privatisation et on n'a aucun moyen de faire que la voix des Français puisse se faire entendre de manière déterminante. C'est pour ça qu'il y aurait eu un référendum sur cette... en cause des droits des minorités. Vous voyez, par exemple, du genre, il faut virer des juifs hors de France. Mais il est clair que les traités européens, au-delà même du RIC, tous les traités européens et de libre-échange doivent être votés par référendum. Décisif, pas le référendum consultatif, décisif. Parce qu'on a vu l'histoire du traité, du non en 2005. Après, ils nous refilent le traité de Lisbonne et oups, ça passe alors que les Français, c'était le même texte. Enfin, et d'une certaine façon, des sujets qui paraissent moins d'actualité. Demander leur avis en tant que citoyen, parce que... La même chose en Corse, il y a eu les Corses, ils avaient voté contre le regroupement, pouf, c'est repassé, sans référendum. Donc là, il y a un vrai sujet de... Regardez, quelque part, on nous demande à nous d'être responsables en tant que citoyens, de prendre des décisions et d'aller voter sur les personnes qui nous semblent plus à même de pouvoir diriger ce pays. Oui. Voilà, on nous sollicite tout le temps et après on se plaint que les gens... le peuple est intelligent quand il est voilà. C'est tout à fait ça. Voilà. Ça, je sais, je me bats. Moi, c'est une de mes batailles depuis très longtemps. Bon. Alors, je l'appelais référendum d'initiative populaire. Donc ça, c'est des vieilles batailles qu'on a menées d'ailleurs avec Mélenchon et d'autres depuis des lustres. Mais il y a aussi d'autres courants qui défendaient ça. Donc, alors, moi, à l'époque, on ne parlait pas de révocatoire. C'était plutôt des référendums, thématiques. Révocatoire, le problème c'est quand on voit qu'il y a certains sénateurs ou plutôt certains députés qui n'assistent quasiment pas aux séances, qui sont absents la plupart du temps et qui finalement ne représentent pas les citoyens.
il y a quelque chose à redire. Voilà. Alors d'abord, qui sont élus pour 5 ans. Vous avez vu que maintenant, nous, au Sénat, on a des règles qui nous obligent à être là. Hein. Donc ça, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et qui vous obligent, si jamais vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est payé, on retire de l'argent. D'accord. Une forte importance. Pendant un mois, et après vous pouvez revenir. Non, plusieurs mois. Je crois que c'est 3 ou 6 mois, je sais plus. D'accord, donc ça veut dire que quelque part, vous ne représentez pas le citoyen. Alors attendez, ça, et après, la présence des députés en séance mérite d'être quand même regardée de près. Quand vous êtes là, que tout est inscrit, vous n'avez pas le droit de prendre la parole n'importe quand. D'accord. Donc quand tout est bouclé et que vous restez là pendant une nuit et demie sans pouvoir bouger, que dalle. Ouais, c'est dur. Ça sert à rien. Donc le sentiment Deuxièmement, il y a des députés peu présents au moment de séance, mais qui font un gros travail dans les missions d'enquête ou en circonscription. Mais même au Sénat, par exemple, nous, on a des gros comités, des grosses missions d'information, genre ADP, genre l'évasion fiscale. On a eu moi j'étais dans celle-là, des heures, des nuits de commission. Et ça ne se voit pas. Hein. Et parfois, c'est en même temps qu'une séance ou qu'il y a un sujet qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de traiter. Donc, c'est difficile d'évaluer le travail d'un parlementaire. Je crois moins qu'ils sont faits. Il y a quelques flemmards. Mais moi, ce qui me paraît plus la crise, c'est que c'est la pensée unique. Ils viennent tous, s'ils ne sont pas d'accord, ils votent quand même. Vous voyez, moi, je fais partie des gens qui ont été plutôt frondeurs dans ma culture personnelle. Mais je vois ce qui me frappe le plus, c'est les mecs qui vous disent « Oui, j'étais pas d'accord, mais j'ai voté quand même. » Vous voyez, c'est ça qui est. Ce système institutionnel qui fait que quand on est dans la majorité, on suit comme un seul homme parce que le président a été élu et que machin. Mais je crois plus que la crise, elle est que les représentants du peuple ne se sentent pas dans l'obligation de tenir le mandat pour lequel ils sont présentés. Ça, c'est un problème de représentativité globale et de proportionnel, et de mettre davantage de proportionnel au niveau du Sénat ou au niveau de l'Assemblée nationale. Et peut-être aussi de moins lier, exactement, la proportionnelle, ça moi je suis à fond la caisse, de peut-être moins lier les élections à la suite de la présidentielle. Parce que quand vous êtes toujours après la présidentielle, on vous dit tu as été élu par le président quelque part, hein, plus que par le... Donc je trouve qu'il faut qu'on décale les votes par rapport à la présidentielle. Donc moi je suis contre le droit de dissolution du président, sauf cas de guerre, enfin de cas machin, parce que ça finalement rend le Parlement dépendant. Hein. Et puis il faut qu'il y ait des initiatives parlementaires. Vous voyez par exemple ici la taxe sur les GAFA, les sénateurs c'est pas des gauchos. Hein. Bon, et ben on a voté la taxe sur les GAFA depuis au moins 3 budgets, déjà sous Hollande. On a voté, gna gna, c'est pas possible si c'est pas en Europe. On a refait la même chose pendant 3 ans ou 4 ans de suite. Et enfin, ils commencent à nous dire oui, finalement, on peut le faire, même si l'Europe ne le fait pas. Et donc, si le Parlement avait plus de vrais pouvoirs, et s'il était plus responsable devant le peuple, ça irait quand même mieux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a quand même pas un espace pour la démocratie directe qui est indispensable. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut supprimer complètement tous les lobbies de tous les parlements? Comment vous les supprimez? Que pensez-vous des lobbies? Leur interdire d'accéder, interdire les sénateurs, les députés d'avoir des relations avec les lobbies, puisqu'ils sont élus par le citoyen, ils ne sont pas élus par les lobbies, par les grandes entreprises. En même temps, il y a lobby et lobby, par exemple. Les ONG. Non, je ne vous parle pas des ONG qui travaillent dans l'intérêt du citoyen et qui sont là pour défendre par exemple. Non, mais je comprends ce que vous dites. Moi, personnellement, et même je pourrais être reçu, par exemple, j'ai été reçu par les banques françaises au moment de la loi bancaire. Mais j'en ai rien à foutre de ce qu'ils m'ont dit. Enfin, j'ai écouté leurs arguments pour les démonter. Parce que vous voyez qu'il faut aussi connaître leurs arguments, parce que par derrière, ils vous passent leurs arguments et il faut pouvoir les démonter. Donc, moi, je considère que c'est des citoyens comme les autres. C'est les conflits d'intérêts qu'il faut attaquer. Et croyez-moi, ils sont plus importants dans la haute fonction publique que chez certains députés. Moi, j'ai vu au banc... L'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr. L'affaire Alston. Non, mais même, je parle de la loi bancaire. Tous les technos qui étaient là, je leur avais d'ailleurs dit, je regarderai où vous êtes dans 10 ans. Et ben, ils sont maintenant dans les grandes banques. Donc ça, et croyez-moi qu'ils ont plus de pouvoir dans le cadre institutionnel actuel qu'un sénateur ou qu'un député. Parce qu'ils me disent, c'est pas possible, gna gna, etc. Alors cela dit, moi je ne suis pas sûre que l'encadrement, parce que ça se fait par derrière. Qu'est-ce qui va aller vérifier que vous n'avez pas bouffé avec un mec? On ne va pas surveiller chaque personne. C'est clair. Non, mais on n'est pas là pour surveiller et on peut discuter avec tout le monde. Je pense que c'est la dénonciation des votes qui doit avoir lieu. Mais ça arrive de temps en temps.
moi, alors c'était plutôt quand j'étais parlementaire européen, mais là on dit ah ben c'est l'amendement Bouygues ou c'est l'amendement machin. Et là les gens, ça commence à se savoir grâce aux ONG. Bon. Mais de toute façon c'est vrai que la dépendance de la haute administration française du système politique avec les grandes multinationales et certains lobbies bancaires et financiers est inacceptable. Ça, moi d'ailleurs, personnellement, j'ai été pour dénationalisation de banque. Non, avec nous. Bien sûr. On était archaïques. Ça fait partie des revendications des Gilets jaunes d'avoir une banque nationale, de retrouver une souveraineté monétaire. Alors, donc tout ça, évidemment, est un peu... Alors, la perméabilité des élus au lobby, on dit le lobby agricole. Mais le lobby agricole, c'est aussi le petit paysan du coin. Et vous avez un énorme problème à la FNSEA, vous êtes le petit paysan et le gros, ils sont dans le même syndicat. Moi, je dis toujours aux petits, essayez de vous organiser et de vous défendre. En tout cas, donc, madame, on vous remercie d'être venu nous voir, nous rencontrer. Ce qui est important, c'est qu'on revienne aussi sur pourquoi on est là. Parce que quand même que voilà, la décision de vouloir privatiser ADP, la Française des Jeux, d'Engie... Vous savez qu'il y a un truc à Orly qui est fait par la CGT, je crois qu'il se prépare. Non mais il y a des trucs partout, le problème il n'est pas là, c'est que ce gouvernement se permet de vendre ce qui rapporte de l'argent et après on va se demander comment aller chercher de l'argent et c'est encore les contribuables qui vont payer et après ils ne pourront pas, pour la partie sociale, la financer, ils diront que voilà, il faut qu'il y ait des rentrées d'argent pour pouvoir avoir des sorties et financer. Et même ce droit aussi, qu'est-ce que vous pensez déjà de ça en tant que... Voilà, élu, mais... Inutile de vous dire que j'ai été depuis toujours contre la privatisation. Déjà, d'une manière générale, je suis contre la privatisation. Mais sur ADP, vous pouvez regarder sur mes blogs et tout, je suis mobilisée depuis des lustres. J'ai même fait une petite vidéo pour expliquer aux Français que la France n'était pas avant. Donc, dans ça, franchement, là-dessus... On sait que les péages, ça a été une erreur, donc pourquoi la reproduire avec les aéroports? Exactement, voilà, et puis par ailleurs... Il y a eu aussi, oui, les péages, mais il y a eu Toulouse aussi. Bien sûr, on sait très bien qu'il y a un historique. Voilà. Et maintenant, les mecs qui avaient voté que maintenant disent ah, c'était une erreur. Les barrages. On parle aussi de toutes les privatisations, par exemple EDF, GDF, bon, qui maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus large. La SNCF, vous voyez bien qu'ils mettent le doigt dans le vous avez Veolia, il y a eu des scandales comme Suez, tout ça. Donc nous, en tant que citoyens, on se pose vraiment des questions. Donc, par rapport déjà à cette privatisation qui rapporte de l'argent, je ne connais pas quelqu'un qui va vendre quelque chose qui rapporte de l'argent, parce que du coup... c'est le dogme, c'est la fuite en avant de l'instant T. Il faut être dans les clous de Bruxelles. C'est tout à fait ça, voilà. Et comme on doit être dans les clous des règles européennes, tant pis, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. Et à chaque fois, ça ne règle rien. On ne réduit même pas les déficits. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est l'opinion générale de ce que peuvent penser les sénateurs sur ce sujet-là, et qu'est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de ce que vous allez décider concernant cette approbation? Les sénateurs, quand même, le Sénat est plutôt de droite, donc globalement, il n'est pas forcément hostile aux privatisations comme moi je le suis, par exemple, ou communiste, ou une partie de la gauche du PS, de moins en moins. Ils sont défavorables. La droite là, est défavorable à la vente d'ADP. En général, la droite n'est pas tellement défavorable aux privatisations, mais dans le cas présent, dans ce cas-là, et dans le cas de la Française des Jeux, le Sénat quasi unanime a voté contre la privatisation. Parce que l'argument de la droite, c'est de dire c'est un truc de souveraineté quand même, c'est là où arrivent les gens dans le pays. Deuxièmement, il n'y a pas de vraie concurrence, parce que de toute façon, il n'y a qu'un aéroport. Alors évidemment, il y a de la concurrence avec Hambourg et machin, mais enfin, en France, il n'y a que nos aéroports, donc la concurrence n'est pas... la théorie de la droite, c'est que la concurrence fait baisser les prix, améliore les choses. Mais là, il n'y a pas de concurrence. 3, ça rapporte, et 4, quand même, ça délimite aussi au niveau des frontières. Et voilà, c'est la souveraineté. Et donc c'est pour ça que le Sénat a voté contre la privatisation d'ADP et de la Française des Jeux. Là, ils ont été, on va dire, ils n'ont pas été acceptés. Est-ce que vous ne pensez pas que le Sénat a une lourde responsabilité? Là, aujourd'hui, au bout de 4 mois ou 5 mois de mouvement et de mobilisation, de faire baisser la tension, de renouer le dialogue avec le citoyen, puisque les Gilets jaunes, ce sont des citoyens. Moi, je suis depuis le 17 novembre dans la rue, je suis une citoyenne. On a besoin d'aller discuter avec les sénateurs, on n'a pas besoin d'être tous les samedis. Bien sûr. Voilà.
dans la rue, on a besoin de dialogue, on n'a pas besoin d'escalade de la violence. On ne résoudra rien dans la violence et ça, il faut que le gouvernement comprenne. Il faut entamer un dialogue. Et quand Éric Drouet a demandé d'aller parler avec M. Macron à l'Élysée, c'était pas avec une Kalachnikov qui pensait aller discuter avec Macron. C'est discuter. Voilà, c'était tout simplement symbolique puisqu'il s'est retranché complètement. Non mais vous avez bien voilà, le Sénat jusqu'à présent, à part aujourd'hui, le Sénat s'était plutôt ouvert à dialoguer avec les Gilets jaunes qui se présentaient ou qu'on connaissait, avec lesquels on avait des réseaux. Donc ça, le Sénat, de ce point de vue, jusqu'à présent, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'il y a une pression externe. Et justement, je vais poser la question. Et moi, j'ai une question aussi à travers ça à vous poser. Mais après, est-ce que vous pensez qu'il y a... Je m'excuse de vous. Oui, allez-y. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il n'y a pas un déni de faciès ou il n'est pas normal qu'aujourd'hui, qu'une personne, parce que ça soit Éric Drouet ou quelqu'un d'autre, qu'à un moment donné... Je m'entends. Alors imaginez... L'image des leaders. Imaginez-vous, heureusement qu'il n'y a pas un qui représente ce mouvement. Oui, mais parce que la tête, elle aurait été coupée. Non mais le plus fond, c'est la liberté qui est remise en cause. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de pouvoir s'exprimer, il n'est pas considéré comme, on va dire, un citoyen lambda. Selon à l'endroit où il va, il se prend des amendes. Je veux dire, il arrive un moment, on peut tous être dans ce cas de figure. Et est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose à faire pour s'opposer à ça? Parce que vraiment, là, ça démontre que... Sur tout ce qui est le respect des libertés, les violences dans les manifs, les violences policières, la manière dont la justice a traité... Il y a Jérôme qui arrive en plus là. A traité les choses. Il y a un regroupement d'organisations, hein, à la fois un truc autour de la LDH, un autre autour de la France Insoumise, etc. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une grande journée, le 13, sur ces questions de liberté. Liberté des individus, mais aussi liberté de manifester, etc. Voilà. Donc ça, normalement, il y a un grand regroupement qui s'opère autour de ça. Mais ce qui est dramatique, c'est quand même quand vous voyez que on est dans un pays où on pensait être plutôt un peu mieux que la moyenne dans les... Un peu plus de liberté ou de droit, oui. Et là, c'est la vitrine quand même de notre pays. L'ONU, l'Europe... les juristes, enfin là j'ai vu hier, je ne sais pas si c'est confirmé, ce que disait Mediapart, qu'à Nice, le policier qui aurait bousculé, sa femme qui est en charge d'enquête. C'est super. Voilà, c'est sa femme qui est chargée de l'enquête, et le parquet qui n'a pas voulu délocaliser. C'est-à-dire qu'on sait quand il y a une presse comme ça, des moments de tension dans un territoire, la justice doit être sereine, donc il vaut mieux qu'elle ne soit pas sur le site même où on sait quand même que police-justice, forcément, il y a des liens. C'est d'ailleurs pas anormal. Et franchement, là, des choses comme ça, c'est gravissime. Est-ce que le Sénat peut aller voir la CNIL ou ouvrir un dossier à la CNIL? Moi, j'aimerais savoir, en fait, sur le fait que beaucoup de gilets jaunes, maintenant, on prend leurs photos quand ils sont en manifestation. On prend toutes leurs photos, leur identité. On crée des fichiers, donc un fichier de gilets jaunes. C'est comme si on créait un fichier d'opposants politiques. Vous avez vu et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de ce fichier. Est-ce qu'ils vont nous mettre dans des camps? Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce fichier? Alors moi, ce que je peux faire, c'est une question écrite de parlementaires en disant il semble qu'il y ait accumulation de données, etc. Y a-t-il constitution d'un fichier? À quoi servent ces trucs? Comment sont-elles détruites? Puisque normalement, il y a des éléments qui peuvent être pris, mais qui doivent être détruits. Donc ça, on peut demander, je me posais une question écrite, mais je vous conseille quand même de voir avec vos avocats, de saisir la CNIL peut-être. Nous, on est des citoyens complètement lambda et c'est vrai qu'on s'en remet justement à nos élus, dont vous, pour, j'allais dire, nous défendre et défendre nos libertés, liberté, égalité, fraternité. La saisine de la CNIL, je ne sais pas comment elle s'opère, mais je pense qu'un en fait, quand on va saisir. dans une manifestation déclarée, on n'a pas à déclarer notre identité. On y va en tant que citoyen pour faire le nombre. Et on n'a pas à être fiché. On entend souvent dire des sénateurs et des députés qui ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement. Pourquoi? Parce que les sénateurs et les députés de l'opposition, ils ne démissionneraient pas. Parce qu'on n'est pas suffisant si on démissionne. Comme ils ont la majorité, ça ne change rien. 356 sur 500 et quelques. Et ils continuent à... Si tous les députés et les sénateurs de l'opposition ils démissionneraient, ça ne serait pas un geste fort? On fait des nouvelles élections dans les endroits où ils ont démissionné, pour la ligne.
Non, il faut que Macron en fait fasse une dissolution de l'Assemblée nationale pour que ce soit utile. C'est-à-dire c'est ce qu'il faudrait d'ailleurs pour le grand débat pour que ce soit vraiment démocratique. Au niveau du geste, si tous les députés et les sénateurs démissionneraient, ça serait un geste fort. L'opposition s'en va et ils ont réélu. Alors justement, il y a plein d'informations qu'on a parce qu'on est sénateur et plein de capacités à faire. Regardez l'affaire Benalla. Alors c'est pas le centre du monde, mais enfin quand même, si on n'avait pas été là, il y a des tas de trucs qu'on n'aurait pas vus. Et on voit que par derrière, au-delà de l'affaire Benalla, c'est la manière d'organiser l'État qui, sous la main du président, même la police, qui est mis en cause. Donc nous, on sert aussi à essayer de contrôler l'exécutif et de faire ressortir auprès des citoyens comment ça marche vraiment. Vous avez bien travaillé. Et donc par rapport à ça, oui, même sur la fraude fiscale par exemple, je vous disais, ça fait des lustres qu'on a des preuves, on a fait un travail technique pour montrer qu'on pouvait taxer les GAFA. Pendant 4 ans, ils nous disaient que c'était impossible, et maintenant ils font des choses qu'on avait dit dans la moitié de ce qu'on demandait. Mais quand même, bon, donc il ne faut pas tuer les capacités d'opposition. D'ailleurs, c'est moi ce qui me met toujours un peu en colère quand j'entends les gens qui disent « ouais, les élus ». Sauf que nous, l'opposition, quand on est ceux qui gueulent, ceux qui essayent de trucs, on est mis dans le même paquet que ceux qui sont... Non, mais c'est juste une défiance. Mais je comprends bien, c'est le système, c'est le système représentatif. Que le Sénat, c'est quand même un gros boulot. On l'a vu sur l'affaire Benalla, on le voit sur d'autres... Heureusement qu'il est là, parce que déjà... Parce que sinon, ça serait déjà passé. On va déterrer aussi combien ils vont le vendre. Parce que s'ils le vendent, si on arrive, j'espère qu'on va arriver mais le pire de tout, à les il y a bloquer. 70 ans, mais vous imaginez, mais voilà, non, mais on ne le verra même pas, nous. Jusqu'à quand? Le prête, en fait, c'est juste ça. L'argent qu'ils vont gagner, c'est des clopinettes. Parce que ça, comme ils doivent dédommager les actionnaires actuels du fait qu'il y avait une possession éternelle et que là, c'est une... Donc ça sert à qui? Alors on se pose la question, parce que est-ce que c'est... Moi, il y a les réseaux. J'ai une question à poser. Est-ce que c'est pas une magouille des gens qui gouvernent aujourd'hui, qui ont la direction de ce pays, pour essayer d'avoir des amis et par la suite se couvrir et se faire des bénéfices? Il y a certainement un peu des deux. Il y a l'idéologie. Ils croient que le privé c'est mieux, que l'État n'a pas à faire ça, qu'il faut réduire la voilure de l'État. Ça, il y a des idéologues de ça, les libéraux. Et par ailleurs, il y a un peu des deux. Et par ailleurs, oui, mais tous ceux qui votent n'ont pas des copains non plus. Hein, donc il y en a qui sont idéologiques. On vous écoute. Et il y en a effectivement dont on voit bien comment ils installent leur pouvoir à travers des réseaux puissants qui les soutiennent. Macron n'est pas tombé du ciel par son génie. Alors, est-ce que vous ne pensez pas non plus qu'il répond à le fait d'avoir été aidé pour être élu? Alors, en tout cas, il favorise ses copains en général, hein, c'est clair. Alors là, dans le cas précis, moi, je ne peux pas vous dire qu'elles sont... Non, mais personne n'a attaqué sans preuve. Parce que nous, laissez-nous penser quand même que... il y a des collusions qui paraissent étranges. On pense à toutes ces choses-là qui sont pas anodines. Hein. Si je peux me permettre, il y a Mediapart qui a publié un article en expliquant que justement la vente, elle serait effectuée à des personnes qui seraient proches, en tout cas qui auraient participé à la campagne d'Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Et même déjà, quand vous regardez le député qui a défendu, quand je vous dis qu'ils ne sont pas tous, mais quand même, le député qui a défendu la privatisation d'ADP est lié, si ce n'est pas personnellement, à un actionnaire minoritaire d'ADP. Et donc, voilà. Et là, justement... Donc il y a des réponses quand même, des indices, plutôt des indices qui laissent penser. Et les Républiques en marche, lave plus blanc que moi à mon œil. Je pourrais poser une question. L'éthique en politique, c'est pas juste un... Simplement pour parodier un ancien politique qui n'est plus de ce monde, un dénommé Charles Pasqua, qui disait que ce qu'une loi fait, une autre loi pourra le défaire. J'ai jamais entendu les oppositions, quels que soient les gouvernements, dire attention là, vous défavorisez, vous spoliez le peuple, et là, on renationalise ça. Allez-y. Donc vous avertissez des magouilleurs. Parce que voilà, et le jour où on reprendra, il n'y aura pas d'indemnité. Ça, j'aimerais bien qu'on l'entende une fois pour toutes. Il n'y ait pas d'indemnité. Alors moi, sur la renationalisation, je vous rappelle que c'est un des débats qu'on a eu quand la droite a privatisé après Mitterrand, la Chirac. Hein, et comme par hasard, on n'a jamais renationalisé alors qu'on aurait pu le faire. Hein. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une... Il y a une collusion entre la droite et les sociaux à l'époque. Il y a aussi une autre raison, c'est que le droit international, si on est quand même dans des marchés internationaux, hein, le droit international fait qu'on n'a pas le droit de... D'ailleurs, même quand on a nationalisé la première fois,
le dédommagement a été calculé selon des règles internationales. Donc d'ailleurs dans la Constitution française, le droit de propriété est garanti. Donc quand vous spoliez quelqu'un qui a une propriété, vous devez l'indemniser justement de la valeur du bien. Les lois internationales ou traités européens? Non, les trois. Tout. Les lois internationales, la Constitution française protège la propriété. Mais la propriété, quand elle a été acquise naturellement, honnêtement, mais dans ces cas-là où il y a eu les magouilles en amont, on peut quand même, dans la loi, amener une certaine nuance. Oui, et dire, on fait la différence entre celui qui a acquis les choses honnêtement et quand on a la preuve qu'il y a eu des magouilles. Ça a été magouille, il faut que la justice dise que c'est une magouille. Excusez-moi, ce qui s'est passé pour Alstom avec Énergie. Là, on le voit, les collusions. Oui, mais entre voir une collusion à faire la preuve de cette collusion. Il y a un super dossier qui a été fait à LCP. Mais un dossier, le tribunal, il doit arbitrer pour savoir si c'est les éléments. Et il fait prouver. D'accord. Voilà. C'est ça notre problème. Mais en grattant, on le trouve. Et on trouve les collusions et les affinements, la famille, les petits copains. Et là, il y a un super dossier qui a été fait là-dessus, qui est passé sur LCP. Regardez-le, c'est un scandale. Et ça, il passe à 11h du soir ou à minuit. Entre avoir des preuves et avoir la pensée, voilà, le sentiment. Mais même sur les autoroutes, par exemple, on a fait un calcul, même en les indemnisant au prix normal de leur indemnisation, l'État est encore gagnant dans la durée, c'est-à-dire pas la première année, mais sur je ne sais plus. Et c'est pourtant un sénateur socialiste, un député socialiste qui n'était pas là non plus gauche-gauche, qui avait fait la preuve, M. Chanteguet. Il avait fait la preuve que même à l'indemnisation, selon les critères, c'était rentable pour l'État. Même les indemnisations, scandaleuses. Voilà, même si là, on peut quand même considérer qu'il y avait Parce que là, on peut voir de ce pourquoi on s'oppose aujourd'hui, on voit vraiment que ça apporterait vraiment un flux financier pour pouvoir financer tout ce qui est social dans ce pays. Alors, vraiment, personne n'arrive à comprendre comment ils peuvent en venir à vouloir privatiser ce qui rapporte autant d'argent. Ça rapporterait d'argent, mais pour une part, il faudrait le réinvestir dans le truc quand même. Quand vous parlez d'entretien, vous parlez de quoi? Oui, moderniser l'outil. On a de plus en plus de modernisation et si vous n'êtes pas à la hauteur du service rendu aux passagers, les autres aéroports... Il suffit de le financer et puis d'avoir une marge avec un financement d'entretien. Regardez par exemple, je vous donne un exemple pour les autoroutes. Je vous donne juste sur les autoroutes Vinci. Chaque kilomètre rapporte en bénéfice 200 000 € par kilomètre. Combien il y a de kilomètres que Vinci gère en France? Oui, non, mais là vous avez raison, sur Vinci. 200 000 € madame. 200 000 € par kilomètre. Je sais bien. Donc ça fait beaucoup d'argent. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'ils parlent de privatiser les nationales à 4 voies maintenant. Oui, j'ai vu ça, mais je ne sais pas comment. Mais c'est terriblement inquiétant parce qu'en plus, déjà au niveau de la liberté d'aller et venir, déjà au niveau des autoroutes, on est limite. Mais voilà, avec des péages. Mais si on privatise les nationales, on n'a plus aucune liberté d'aller et venir. Bien sûr. C'est dommage qu'on ait pu voir cette discussion ce matin. Parce qu'à 14h30, on voit ça va, c'est pas ça. C'est là qu'on voit, comme il dit. C'est dommage qu'on n'ait pas eu cette discussion ce matin. Au final, nous, on voulait discuter de tout ça. Vous savez, on nous prend pour des gens inférieurs du fait qu'on est des simples citoyens. Non, je ne parle pas de vous. C'est ce que Bruno Le Maire dit, nous concernant. Il nous prend nous-mêmes pour des crétins. Mais Julien de Normandie a appuyé ce matin en disant qu'il était outré qu'on soit reçu auprès des sénateurs au Sénat. Et je me dis à un moment donné, voilà, c'est un dénigri, voilà, un déni de classe sociale. Ils nous expliquent qu'on n'a pas compris. Ils nous disent oui, vous voulez privatiser les boutiques de luxe dans les aéroports. Non mais on est tarés là. C'est évidemment la boutique, elle reste propriété de l'utilisateur de la boutique. Mais même nous, ils prennent tout le monde pour des cons. Mais vous donnez l'impression en fait que vous avez un pouvoir très limité. Quand on est, vous avez le pouvoir de dénoncer, mais pas forcément quand on est dans l'opposition, on a toujours plus de pouvoir, de moins de pouvoir que quand on est dans la majorité. Deuxièmement, au Sénat, on n'est pas la chambre qui avons le dernier recours. Donc, quand les députés ne sont pas d'accord avec nous, on cherche le compromis, ils ont, eux, le dernier mot. Sur ADP, ils n'ont même pas cherché à faire le compromis pour dire on pourrait reporter, pour faire des études complémentaires. J'en sais rien, moi, si vous voulez calculer de décoffrage. Ils auraient pu faire ça. C'est la patate douce. Donc, le Sénat est une chambre
qui est utile parce qu'elle, dans certains cas, elle évite des catastrophes. Et surtout le fait qu'il y ait une deuxième lecture, ça évite que les Français ne voient pas ce qui se trame. Je prends un exemple, quand il y avait eu la remise en cause par Hollande de la, comment dire, pour les terroristes là, qui perdaient la nationalité, là, je ne sais plus comment on appelait ça, à ce moment-là... Non, déchéance. Déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité, le Sénat a émis des réserves. Et donc, comme il y a eu ce débat... Il n'y a pas un pays qui va accueillir quelqu'un qui est terroriste si la personne est française. Et du coup, les citoyens se sont fait entendre, ça a pesé dans l'arbitrage qui a finalement été retenu. Non, mais même qu'est-ce qu'ils font, ne serait-ce que voilà, pour évoquer ça, qu'est-ce qu'ils font de quelqu'un qui est accusé de terrorisme? Non, mais là, c'est pas passé. Non, mais le problème, il n'est pas là. Regardez, il n'y a pas un pays, dans la mesure où la personne... Il y a plein de gens, ils sont logés dans des hôtels ou dans des petites campagnes. Heureusement, c'était pour vous montrer que le Sénat n'est une chambre qui est utile, mais qui n'a pas un pouvoir direct. Deuxièmement, même l'Assemblée qui prétend avoir un pouvoir direct, comme je vous disais, le système de la Ve République, 1, pas de proportionnel, 2, peu d'initiatives parlementaires, 3, l'ordre du jour fixé par le gouvernement, 4, les conditions d'élection des députés, fait qu'ils suivent, même quand ils ratent, d'ailleurs, ils ne sont pas d'accord, à part les frondeurs du PS, il y a eu un moment, la tendance générale, c'est on gueule entre nous et on suit in fine. Et ça, évidemment, c'est très néfaste, parce que les Français ont le sentiment de ne pas être bien représentés, puisque des gens reviennent de leur circonstance, j'étais pas d'accord, mais j'ai pas pu faire autrement. Ça, pour moi, il n'y a rien de pire. Hein. Et puis, dernière chose, c'est le pouvoir, quand il est économique, est de moins en moins national. Il faut bien dire qu'avec l'Union européenne, vous avez des tas de critères européens. Alors, un truc tout con, on a discuté du miel. On voulait mettre, et là, tous les sénateurs, on était d'accord, quasiment 90%. On voulait mettre France 90%, Chine 10%, vous voyez, toute la décomposition de la partie d'où vient le miel. Et bien, le gouvernement nous a dit, impossible, c'est contraire à une directive européenne. Mais même une connerie comme ça. Il fallait discuter avec les abeilles. Voilà. Madame, je peux vous poser une question? Oui. Le Sénat, c'était quoi sa position concernant... Parce que là, les gilets jaunes sont... Moi, je suis gilet jaune de la première heure, oui. Mais j'ai pas mon gilet sur moi. Non, mais vas-y, c'est pas important, pose ta question. Quelle a été la position du Sénat vis-à-vis de la loi El Khomri, la loi travail numéro 2, celle de Macron, ils ont voté, ils sont de droite, ils ont voté. Moi j'ai une question, à vous poser. On sait aujourd'hui que la majorité des Français est pour le retour de l'ISF, c'est pas fait. La majorité des Français pour le RIC, c'est pas fait. Bah, regardez les sondages, c'est 70 à 80%. Mais maintenant, je finis ma question. La majorité des Français pour le retour de l'ISF, vous regarderez les sondages, voilà. La majorité des Français sont pour le RIC. La majorité des Français étaient contre l'Union européenne en 2005. En fait, on se rend compte que les institutions, elles ne sont pas en mesure de garantir la démocratie. Oui, mais j'entends ce que vous dites, mais vous proposez des réformes. Vous êtes de la France Insoumise, j'ai cru comprendre. Oui, je suis sympathisante, voilà. Oui. Donc vous êtes peut-être la gauche du Sénat ou des institutions. Voilà. Maintenant, on ne va pas se mentir, la majorité de nos représentants, ils ne représentent absolument pas le peuple, ils représentent les intérêts privés. Monsieur, tout à l'heure, il parlait des actionnaires, mais c'est les actionnaires qui sont représentés. Il y a quand même des gens qui ont mis... Les gens, ils veulent le RIC, ils veulent l'ISF. Je suis d'accord avec vous. Non, mais je ne l'agresse pas. Ce que je veux vous dire, c'est que les gens, ils votent quand même. Ils ne votent pas, et ne pas voter, c'est un vote. Parce qu'il y a quand même des mecs qui mettent... Et on sait que les médias, ils manipulent les élections. Arrêtez la propagande de masse de BFM. 30 secondes. Si le peuple prend en main déjà ces élections, ça serait déjà différent qu'avoir un taux d'abstention gigantesque, dont on sait bien quelles catégories sociales sont plutôt dans l'abstention. Donc il y a déjà ça. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une crise de la représentation, comme je disais, il n'y a pas de proportionnel, etc. Deuxièmement, la démocratie représentative, et là c'est limite. J'ai donné l'exemple du nom. C'est un oxymore, démocratie représentative. Non, je pense que s'il n'y a plus de démocratie représentative, non, parce qu'il y a la démocratie directe. Moi, je pense que les deux doivent se nourrir. Je pense qu'il faut que la démocratie représentative représente mieux, soit plus responsable devant le peuple. Et je pense que par ailleurs, la démocratie directe doit pouvoir intervenir, notamment quand le peuple a le sentiment que son point de vue, majoritairement, n'est pas pris en compte. Parce que quand vous me dites... aujourd'hui. Alors attendez, un sondage n'est pas un vote. Moi c'est pour ça que je suis pour le RIC.
C'est-à-dire, si on veut la restauration de l'ISF, eh ben, on n'a qu'à faire un référendum. Faut-il restaurer l'ISF? On verra bien si c'est oui ou si c'est non. Comme ADP, comme le reste, c'est justement sur la privatisation. Oui ou non. C'est comme la privatisation d'ADP, la Française des Jeux, et on peut même faire ce que font les Suisses. Les Suisses, ils font une journée référendaire. On choisit les 4-5 référendums qui ont été voulus. Pas foutre le bazar sans arrêt, et on met ce jour-là, on vote pour 4-5 référendums d'initiative populaire. Donc là, ça apporterait vraiment la légitimité au référendum d'initiative citoyenne. Après, on peut réfléchir, savoir si on doit le faire de manière nationale ou de manière régionale ou éventuellement même de manière départementale. Déjà de faire un référendum déjà. Non mais je veux dire, on a besoin de discuter de tout ça aussi. A été refusé ici. Vous pouvez me dire? J'en sais rien. Je pense qu'il a eu une pression extérieure pour que, alors qu'une délégation devait être entendue sur ADP, au regard de l'image que le pouvoir se fait de M. Drouet, a dû mettre une sorte de veto à son entrée, ce que je trouve inacceptable et que je ne comprends d'autant moins que jusqu'à présent, les délégations Gilets jaunes étaient reçues au Sénat sans difficulté. Donc j'imagine là qu'il y a eu une pression très forte. C'est bête parce que c'est ce qu'on veut depuis le début, le dialogue, et au final, il nous est refusé quand on le demande. Donc, de toute façon, on voit bien qu'il y a une volonté de tendre la situation. Que quelque part le gouvernement ne sait pas comment sortir parce qu'il ne veut pas remettre en cause sa politique. De la crise, vous parlez? Oui, de la crise. Il ne veut pas remettre en cause sa politique, donc il essaie de noyer, traîner, et d'autre part de délégitimer le mouvement en délégitimant une partie de ses leaders. Mais vous pensez que là, justement, il montre tout le contraire du fait que là, on avait la possibilité de pouvoir dialoguer, d'échanger sur des choses quand même qui concernent les citoyens. Moi, je pense que chaque fois qu'on refuse le dialogue, on entretient une potentielle frustration et violence. Mais ça montre en plein jour. J'ai jamais été ça. Donc. Ça montre justement à tout le monde, à l'opinion publique, exactement qu'en fin de compte, ils disent qu'on se refuse au dialogue et qu'on n'est pas des gens prêts à dialoguer. Puis ça montre tout le contraire. Alors que là, on était prêts, on était même acceptés parce qu'il y a eu un contrôle jeudi dernier sur les personnes qui allaient être reçues. Vu la pression du gouvernement, il montre qu'il y a eu une pression gouvernementale. Hein. On pense que ça vient de Monsieur le maire, parce qu'il a fait un article ce matin dans le Figaro en dénonçant le fait que comment se fait-il que des citoyens lambda soient reçus au Sénat et soient entendus, surtout plus quelqu'un comme Éric Drouet. Et vous avez Julien de Normandie qui a rajouté derrière qu'il était outré de l'importance qu'on pouvait nous donner. Et moi j'estime qu'à un moment donné, on n'est pas là juste pour remplir un bulletin de vote et voter pour ces gens-là. On a le droit aussi de s'exprimer en tant que citoyen et d'avoir des opinions, d'avoir des idées. Sinon, on n'a pas la bonne opinion, on n'a pas la bonne idée. Donc pourquoi voter aussi bien pour l'un ou pour l'autre? C'est clair qu'il y a une pression gouvernementale. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a cédé ici. Parce que de toute façon, dès que le Sénat fait un truc qui est contre le gouvernement ou qui n'est pas pour le gouvernement, parce qu'on ne fait rien contre, on vient écouter les gens, eh ben, il est suspect. Hein. Rappelez-vous, l'affaire Benalla, on était soi-disant pas dans le respect de la Constitution. On s'en souvient bien. Donc dès qu'ils font pression, le gouvernement fait pression, parce qu'aujourd'hui, le Sénat est une des rares assemblées où il y a encore de la contestation. Donc on voit bien qu'il y a une pression. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi mes collègues n'ont pas dit à tout le monde, écoutez, tant qu'ils sont dans nos murs et qu'ils dialoguent, évidemment, s'il y avait eu une entrée en force, s'il y avait n'importe quoi, là, à ce moment, on fait respecter la loi. Surtout qu'on avait... Sinon, je comprends pas. Après, nous, on reste toujours ouvert à un rendez-vous pour pouvoir discuter de tout ça, de toute façon. Surtout ce qu'on cherche. En plus, c'est une manifestation qui est déclarée, autorisée, qui a été enregistrée et qui était statique. Donc c'est pas les manifestations du samedi. Cet après-midi, tu veux dire? Oui, de cet après-midi. Mais ce matin, en fait, la réunion, elle était dédiée. Prévue avec des pièces d'identité qui avaient été envoyées dès jeudi. C'est ce que j'ai expliqué. Donc la sénatrice qui était centriste le savait qu'il y avait Monsieur Drouet qui était là. Cette manifestation, la demande qui a été faite, elle a été faite au préalable par l'autorisation d'avoir un rendez-vous le matin. Et nous, on voulait faire ce rendez-vous ce matin, qu'il se passe discrètement, qu'il se passe le plus cordialement possible, autorisé, de façon voilà, que tout se passe bien et dans les règles. C'est vrai que Monsieur Drouet n'a pas perdu sa citoyenneté en fait. Hein. Je veux dire, il n'a pas été interdit d'échanger avec des élus. Juste une dernière question. Attendez, parce que j'ai loupé la question là sur le... Elle est attendue. Oui, mais alors il faut qu'elle y aille. Non, elle a plus le temps. On va nous le faire.
Simplement une question aux sénateurs qui élisent les lois. Moi, je suis partagé par rapport à toutes les demandes, mais il y en a une qui me tient fortement à cœur, à savoir le droit de vote obligatoire avec le bulletin blanc pris en compte. Ouais. Et, attends, excuse-moi, le bulletin d'abstention, parce que quand vous votez à l'Assemblée, vous êtes pour, contre et abstention. Donc si on mettait ces deux éléments dans la... Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Oui, mais la finalité, c'est aussi de dire qu'on votera en semaine, hein, et qu'il y a une pénalité. Il y a bien des pays, c'est pas un pays. Personnellement, à titre personnel, j'ai toujours été pour le vote obligatoire. Ça ne serait pas juste de le mettre maintenant, parce que, excuse-moi, la dernière élection qu'il y a eu à Évry, 82% d'abstention. C'est impossible. Laissez-moi répondre. Il semble qu'une majorité de Français soit contre. Le vote obligatoire? Oui, donc dans les sondages, une majorité de Français, mais ce n'est... Non mais attendez, vous voyez comment c'est l'ami. Non, il ne faut pas que tu répondes à la place. Là, moi personnellement, j'ai toujours été pour. Et on m'a toujours rétoqué, une majorité de Français est contre. Un référendum. Eh ben un RIP. Voilà. Et ben voilà. On a la boîte magique, on a la solution. On peut aussi, et ça peut faire partie des questions de RIP, simplement on peut aussi regarder si c'est vrai qu'une majorité est contre. Regardez déjà, avant de passer tout de suite au vote, à une juste évaluation de la vie des Français. C'est ça, c'est dommage. Vous êtes tous pour. C'est le principe du RIC au final. Vous êtes tous pour il n'est pas représentatif. Mais parce que les gens s'abstiennent, mais on n'est pas obligé. Mais le vote blanc, on est tous d'accord, il va être reconnu, vous verrez ce que je vous parle. Et le bulletin d'abstention? Mais bien sûr, mais ça ne change rien, ça change rien. C'est pour ça que le RIC sera important de toute façon dans la suite. En tout cas, merci de nous avoir... C'est très gentil, merci. Est-ce qu'on peut reparler quand même de la CNIL et de savoir effectivement le gouvernement, ce qu'il va faire, des coordonnées de tous les citoyens présents dans les manifestations avec un gilet jaune, savoir effectivement si la CNIL, voilà, mais comme là il y a des micros, on en profite pour demander au gouvernement que vont-ils faire des coordonnées de citoyens qui ont manifesté. Est-ce que la CNIL va s'emparer du dossier pour savoir que vont-ils faire de nos coordonnées? Je vous suggère non, n'exagérons pas. Je vous suggère, vous, de saisir la CNIL, de voir avec des avocats comment la saisir, notamment les personnes qui sont sûres d'avoir été prises en photo et leur truc. Ça coûte de l'argent, tout ça. Deuxièmement, moi, je veux bien interroger le gouvernement pour savoir comment sont traitées les informations des personnes qui sont arrêtées, prises en photo, etc., dans le cadre de la mobilisation des Gilets jaunes. Savoir si on n'est pas considérés comme des opposants politiques, si on ne va pas être bannis de la fonction publique, qu'est-ce qu'il en est? Oui, il faut la laisser répondre. Voilà. Non, mais le gouvernement me répondra ce qu'il veut bien me répondre. Vous savez bien que, par contre, si vous saisissez la CNIL ou si une personne la saisit ou un groupe de personnes, là, je pense que vous aurez une réponse beaucoup plus précise, argumentée et éventuellement une enquête. Vous me donnez votre nom et prénom, s'il vous plaît. Marie-Noël Lindemann, sénatrice de Paris. Excusez-moi, madame. Ça va être dur de partir à ça. Vous pouvez nous expliquer ce que vous pensez de la situation? Est-ce que vous pensez qu'il y a une ingérence de la part du gouvernement d'avoir demandé directement? J'ai l'impression, d'après ce que j'ai pu voir des ministres ce matin qui semblaient trouver inacceptable. Vas-y, passe. C'est un citoyen comme les autres. À partir du moment où ils rentrent pacifiquement pour dialoguer, je ne comprends pas cet émoi du gouvernement et son attitude. Et je m'étonne d'ailleurs que le Sénat ait suivi ces recommandations et ces amicales pressions, entre guillemets amicales pressions, du gouvernement. Cela dit, jusqu'à présent, le Sénat avait toujours reçu les gilets jaunes et les délégations quand les sénateurs souhaitaient rencontrer. C'est la raison de votre présence ici? La raison, c'est quand j'ai su qu'ils n'avaient pas été reçus, il m'est apparu nécessaire de venir dialoguer avec eux, d'autant qu'ils venaient pour parler de la privatisation de l'aéroport de Paris, et de la FDJ, etc., que le Sénat votait contre cette privatisation de l'aéroport de Paris, et que justement, vous connaissez les arguments des uns et des autres. Je ne comprends pas que ce débat-là n'ait pas eu lieu. Le groupe socialiste à l'Assemblée nationale se mobilise aussi pour toute la gauche se mobilise contre le projet de privatisation. Même la preuve, je rappelle que c'est là, le groupe des Républicains a majoritairement voté. C'est à l'heure que je te dis. C'est pour ça, madame la sénatrice. On en a marre
On en a marre. On en a marre. Nous, par rapport au patrimoine français, on en a marre parce que l'aéroport de Paris, ça n'appartient pas à la République en marche, ça n'appartient pas à M. Macron, ça appartient à tous les Français. Et s'il veut vendre, eh ben, il faut faire passer un référendum. Il faut faire passer un référendum, il faut demander aux Français si on a envie de vendre notre patrimoine. Personnellement, je suis favorable à ce Voilà, tout simplement. L'histoire, elle est réglée, la majorité de l'histoire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je m'excuse, je vais voter contre. Ça va, ça va. Oh putain, j'ai chaud là. 30 personnes arrêtées. Vous avez dit bonjour, je sais plus. Ouais. Mais tu peux redire bonjour, il n'y a pas de problème. Ça fera juste 3 fois, mais c'est pas grave. C'est chaud là. Bon, c'est déjà gentil à elle d'être venue avec nous. Ça va ou quoi? Ah putain, t'es là mon fils. T'as vu l'autre enculé qui vient, il te dit l'argent il y en a. Vous vous rendez compte? On donne 12 euros aux immigrés par jour. Mais j'ai espèce d'enculé, ça n'a jamais été notre propos dans nos gilets jaunes. Ouais. On n'a jamais parlé d'immigration. On me dit mais tu comprends, je dis tu dégages. À cause des... Voilà. Ouais, c'était très bien. Oui, oui, oui. Ou alors vous restez comme ça et vous... Ça n'a jamais été notre but, il faut lui amener ça. Non, mais il y a tout ce qu'il a fait vous l'avez dit. Du Sénat finalement qui fait marche arrière. On sait que ça vient de l'ordre, enfin la volonté vient pas d'eux au final, c'est très bien que ça vient d'au-dessus. C'est embêtant pour nous et pour le Sénat au final qui voulait discuter et se poser autour d'une table. Et vous êtes d'accord donc avec la sénatrice qui affirme qu'il y a une sorte de pression du gouvernement? Ah oui, ça c'est sûr. On le savait dès ce matin quand il y a eu le refus du rendez-vous. C'était pas la volonté du Sénat, c'était la volonté du gouvernement. Et alors vous attendez quoi maintenant avec ce rassemblement aujourd'hui? Au final, on a eu quand même un petit brin de discussion avec la sénatrice qui prouve encore qu'ils arrivent encore à dénoncer certaines choses, mais ils n'arrivent pas à aller plus loin que ça, ils n'ont pas assez de pouvoir. Malgré le fait qu'ils dénoncent, déjà heureusement qu'ils font déjà ce qu'ils font. Ils ont déjà dénoncé les affaires Benalla, etc. Là, ils vont voter pour la vente de l'aéroport. Ça, je pense qu'ils peuvent arriver à faire quelque chose, mais ils n'ont pas encore assez de pouvoir pour être assez percutants. Genre Nolo, t'en peux peu. De moi, Nolo, ils m'ont rien dit, moi. Nolo, mais bon, moi, je crois que ça passe aussi. Ça va ou quoi? Et toi? Je peux te voir une minute? Ouais. Ouais, je vais écouter, de toute façon, je te dis bonjour. Salut! Bon, de toute façon, je vous laisse, je vous reprends après. Ah oui, non, c'était une bonne matinée, c'est constructif, même une bonne journée. Déjà, bon, on n'a pas eu le rendez-vous, mais au final, on a vu directement la sénatrice dehors, quoi. Elle est obligée de se déplacer dehors pour qu'on puisse la voir. Maintenant, j'espère qu'il y aura un autre rendez-vous. Elle va essayer de le demander, de toute façon, c'est ce qu'elle nous a dit. On verra ça. Bon, de toute façon, je vous refais un live s'il y a quelque chose de nouveau, si ça bouge. Faites attention à vous.